Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour votre hebdo. L'actualité cette semaine, c'est d'abord cette problématique qui risque de devenir de plus en plus fréquente. Ces prochaines années, le manque d'eau, la Vendée est l'un des rares départements à avoir très peu de nappes phréatiques. Alors le territoire compte essentiellement sur ses 13 réserves d'eau. Mais avec la canicule et la sécheresse ces dernières semaines, leur taux de remplissage a fortement diminué. Alors en quel état sont ces retenues d'eau ? Faut-il s'inquiéter ? Élément de réponse avec Grégoire de Châtillon depuis le barrage de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. 52%, c'est ce taux de remplissage qui concerne ces réserves d'eau dans le département de la Vendée. Un chiffre extrêmement bas qui égale le record précédent de 2003. Olivier Després, vous êtes directeur des services techniques de Vendéo. Oui, c'est cela. Le dernier chiffre connu où nous étions à ce niveau-là à la même date de 2003 et qui était aussi une année de forte sécheresse, record historique. Alors 52%, ça concerne les réserves d'eau de notre département. Cependant, on en a deux, à la Folie-Finfarine et à Apremont, qui sont particulièrement basses en ce moment. C'est cela, 52% c'est bien une moyenne sur l'ensemble des retenues des départements. Et actuellement, que ce soit Sorin-Finfarine ou Apremont, on est à 22 et 33% sur ces deux retenues. Alors, faut-il s'inquiéter de cette réserve d'eau basse qui concerne toutes ces réserves de retenue dans notre département s'il devait ne pas pleuvoir pendant plusieurs semaines ? Alors effectivement, c'est des calculs que Vendéo mène, des calculs prédictifs. Si effectivement ces retenues n'étaient pas interconnectées avec les autres ressources de Vendée, effectivement il y aurait un risque de les vider très très rapidement au vu des consommations qui sont les nôtres actuellement. Cependant, Vendéo a mis en place un certain nombre de transferts et donc au jour où je vous parle, nous avons actuellement un transfert d'eau potable vers Apremont depuis l'est du département de l'ordre de 17 000 m3 par jour et environ 5 000 m3 par jour vers Sorin-Finfarine. La consommation d'eau en Vendée, elle a battu des records ces derniers temps. C'est cela, oui, on a atteint un record historique, on a battu tous les records sur le week-end du 14 juillet, où là on a fait une consommation qui a dépassé tous les enregistrements qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et à nouveau lors du week-end du 15 août, on a aussi à nouveau frôlé les 200 000 m3 par jour mis en distribution. Alors l'été n'est pas terminé, vous êtes beaucoup en surveillance de cette consommation d'eau et des réserves, du niveau des réserves. Est-ce que vous êtes inquiet là pour les prochaines semaines ? Alors, inquiet, je vais dire qu'on est vigilant, notamment sur les deux retenues dont je vous ai parlé, puisque en plus de ces transferts d'eau potable qui ont été mis en œuvre par Vendéo, on réfléchit actuellement à faire venir de l'eau brute directement dans la retenue, donc par différents procédés. On est en cours actuellement de tractation avec différents partenaires pour mettre en œuvre ces transferts. Bien entendu, tout cela à condition qu'il ne pleuve pas, et puis sur une période qu'on surveille jusqu'à mi-novembre, fin novembre. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant le taux extrêmement bas des réserves d'eau dans le département aujourd'hui de la Vendée. Toujours à propos de sécheresse marquée par les canicules et les déficits de précipitations ces derniers mois, les sols ont aussi été particulièrement mis à mal. Une sécheresse qui a affaibli les cultures et leurs récoltes. Sur certains secteurs, les rendements sont même très faibles pour les agriculteurs. Et malgré le retour de la pluie, cela ne suffira peut-être pas à sauver les productions. Les explications dans ce reportage. Malgré les pluies tombées hier et aujourd'hui, la Vendée n'est pas épargnée par cette sécheresse historique. Et le problème de fond reste entier. On a une sécheresse en profondeur et ça, c'est pas les quelques gouttes, les 5-6 mm ou 10 mm par endroit qui vont contrer cet état. Des rivières asséchées, des animaux assoiffés et des cultures qui souffrent. Ici, vous avez derrière moi un champ de maïs semence où là, on n'a pas de fécondation, on n'aura pas de production parce qu'on a l'effet de canicule combiné à l'effet sécheresse où là, la plante n'a pas pu exprimer son potentiel et donc on n'a pas d'épis, on n'aura pas de graines. Toutes les plantes souffrent, donc il y a les plantes qu'on cultive, mais il y a aussi les arbres. Vous voyez, les arbres de ce temps, ils se dessèchent donc d'une façon très précoce aussi. On a des peupliers qui perdent leurs feuilles, on est au 15 août. D'habitude, c'est plutôt fin septembre, début octobre. Et bien là, non, c'est une façon très précoce. Comment la nature va-t-elle réagir derrière ça ? Tout le monde se pose la question, quoi. Comme en 1976 et 2003, 2022 restera dans les mémoires. L'eau est plus que jamais un sujet majeur, en particulier pour le monde agricole. On a remarqué depuis quelques années que la quantité d'eau reçue annuellement est toujours la même.
Forcément, cette année l'illustre bien, elle est complètement inégalement répartie et on s'attend à des quantités d'eau importantes qui viennent d'un seul coup. Et là, comment va-t-on pouvoir réagir? Le sol déjà ne sera pas forcément prêt à réceptionner toute cette eau, donc on risque d'avoir du ruissellement. Et puis après, quand on va arriver à la quantité globale de précipitations sur une année, eh bien ce surplus d'eau il va partir à la mer. Et la question qu'on se pose, nous, on se dit est-ce qu'on sera prêt encore à la stocker ou est-ce qu'on la laissera partir à la mer? Et si on est en capacité de la stocker ou d'en stocker un peu plus qu'à l'habitude, on sera peut-être en mesure aussi de préserver nos cultures, de préserver l'environnement et la biodiversité l'année prochaine. En attendant, la tendance météo nous annonce à nouveau des journées chaudes et sèches pour la Vendée d'ici la fin du mois d'août. Et si la pluie ne suffit pas à sauver les cultures, la nature peut toutefois enfin respirer. Les risques d'incendie amoindris, l'accès aux forêts vendéennes est donc de nouveau autorisé depuis cette semaine. C'est donc l'accalmie pour les pompiers. Après un été particulièrement agité, le SDIS fait un premier bilan de ces dernières semaines au micro de Diane Delangle. Et je me trouve au SDIS de Vendée en compagnie du lieutenant-colonel Philippe Tatard, chef du groupement des Sables d'Olonne et chef de site. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà par faire un premier bilan des incendies depuis le mois de juillet finalement? On est sur un été qui est comment? Alors on est sur un été au niveau des feux de végétation qui est exceptionnel puisque depuis début juillet nous avons fait plus de 200 feux de végétation et broussailles pour une superficie globale de 282 hectares brûlés. Et ça c'est beaucoup comparé aux étés précédents? Oui, c'est beaucoup. D'ailleurs, on peut voir que dans les autres départements, on a des feux très importants qui sont survenus. Et donc pour la Vendée, ça reste aussi une situation exceptionnelle, même si nos superficies boisées sont bien moindres. Alors là, depuis la fin de semaine dernière, il pleut. Est-ce que ça, pour vous, ça veut dire que c'est un petit peu plus calme? Alors oui, en fin de semaine, avec l'évolution de la météo, on a noté un retour au calme, puisqu'on est à nouveau en risque modéré à très faible au vu des précipitations, mais ça peut repartir malgré tout assez rapidement si la chaleur et le vent reviennent. Alors ces risques faibles ou modérés, donc ça s'appelle IFM, en quoi est-ce que ça consiste et comment est-ce qu'on calcule ça? Alors l'indice IFM, indice forêt météo, en fait nous est fourni par Météo France et il y a trois paramètres principaux: la température au moment le plus défavorable de la journée, l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air, mais également les précipitations, et enfin le dernier facteur, c'est celui du vent. Et donc, en fonction de ça, vous adaptez les effectifs que vous mettez au départ d'incendie? C'est exactement ça. Quand on est en risque modéré, 2 porteurs d'eau simplement sont engagés à l'appel sur un feu standard. Dès lors qu'on est en risque sévère à très sévère, ce sont 4 porteurs d'eau et un lieutenant chef de groupe qui partent sur tout feu naissant. Donc là, on a dit on est revenu en risque modéré. Ils annoncent des chaleurs pour la semaine prochaine. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de repasser en risque élevé? Alors c'est tout à fait possible en fonction du vent et de la température. Et chaque jour, en fait, Météo France nous donne les indices qui nous permettent de conditionner les départs a priori qu'on envoie sur les feux de végétation. Voilà, en tout cas, vous êtes toujours sur le qui-vive. Merci beaucoup d'avoir dressé avec nous ce premier bilan, même si bien sûr l'été n'est pas fini et peut nous réserver encore beaucoup de surprises. Voilà ce que l'on peut dire en tout cas à cette date concernant les risques incendies. C'est un label qui je me trouve au SDIS. Peu à peu porter ses fruits. L'opération Plage sans tabac est reconduite cette année dans 15 communes vendéennes. Tout l'été, les bénévoles de la Ligue contre le cancer sillonnent les plages pour prévenir et sensibiliser sur le tabagisme. Une opération qui a un double enjeu d'écologie et de santé. Les bénévoles ont terminé leur tournée vendredi sur la plage Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard. Du cyclisme, à présent, les coureurs du Tour de l'Avenir se sont élancés jeudi dans les rues de la Roche-sur-Yon pour le prélude, avant de poursuivre leur course dans l'agglomération lyonnaise le lendemain. Pour rappel, ce tour en 9 étapes à travers la France est un tremplin pour les cyclistes les plus prometteurs. On y retrouve des sélections nationales, mais aussi régionales, comme l'équipe des Pays de la Loire qu'a suivi Colline Davy lors du prélude de la course. C'est le grand départ du Tour de l'Avenir. La 58e édition de ce tour, révélateur de grands champions, est la première pour les 2 Vendéens pure souche de l'équipe régionale. C'est mon premier Tour de l'Avenir, donc c'est une nouvelle expérience qui commence. J'ai envie de bien figurer parce que ça peut être un tremplin vers des équipes professionnelles. Donc
Pourquoi pas gagner une étape, ça serait intéressant. Et il y a des maillots à aller chercher aussi sur les premières étapes en Vendée, donc on va tout faire. Enfin, moi personnellement, je vais tout faire pour. Des objectifs affichés et des atouts en main pour les atteindre. Si vous restez sur la piste cyclable, ça passe en face. Sur 6 coureurs, 5 sont membres de la formation Vendée U. C'est sûr que le vélo, c'est un sport collectif avant tout. Et quand tu te connais depuis 2-3 ans, c'est vrai que c'est intéressant, surtout sur une épreuve aussi dure. Puis c'est à domicile le départ, donc c'est vrai que c'est une source de motivation. Et puis on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes sur ces premiers jours en Vendée, avec tous nos proches qui sont là au départ, donc c'est motivant. On sait que c'est un gros niveau, donc si on peut se montrer déjà à l'avant, aller chercher pourquoi pas un maillot distinctif, c'est intéressant. Un gros niveau qui laisse la possibilité aux coureurs ligériens de se mesurer à l'élite internationale. C'est une réelle opportunité pour nous de pouvoir avoir une équipe régionale au départ du Tour de l'Avenir, d'autant plus que le grand départ est en Vendée, donc proche de notre service course pour nous, pour le Vendée du Pays de la Loire. On va dire que c'est la course référence dans notre calendrier, une course de 10 jours avec une forte concurrence et on va pouvoir, évaluer un petit peu nos coureurs face à de très grands noms. Premier test réussi pour l'équipe locale. Allez, 150 mètres, virage à droite. Elle visait le top 5, elle se classe 4e avec un temps à 3 minutes 57. Allez, tout le monde, jusqu'au bout. Avec en prime un coureur élu meilleur français. Pour terminer, je vous propose de remonter le temps. Jeudi se tenait la dernière journée des foires à l'ancienne d'Autrefois Chaland qui était de retour au centre-ville. Le temps de 4 jours dans l'été, les visiteurs et les bénévoles se mettent dans la peau d'un Chalandais du début du XXe siècle. Un voyage dans le temps que vous fait vivre Grégoire de Châtillon dans ce reportage. Un voyage au début du XXe siècle. Une plongée autour des us et coutumes du pays maraîchin. Soyez les bienvenus à Autrefois Chaland. Revenir dans le centre-ville après 3 ans, dans 2 années, une année sans rien 2020, une année 2021 à la ferme de la Terrière. Le parfum de 2022 est exceptionnel. Cette année, pas de foire à la volaille pour cause de grippe aviaire. Ayons une pensée pour que ça reprenne toute leur activité pour cette filière et pour tous ces éleveurs de Vendée. Chaland, la capitale du canard. Autour des élégantes, canard oblige, celui-ci fait office de jeu de palais. Retournons à l'école un instant. Silence ! Asseyez-vous. C'est hors du commun parce que revenir dans le temps, c'est assez extraordinaire, mais c'est une bonne expérience à faire. On aime être en contact avec le public surtout. Faire ça pour moi, c'est totalement... Enfin, je dis même pas les mots tellement c'est incroyable. 20 à 25 000 personnes sont venues remonter le temps d'une journée. J'ai l'impression d'être transporté pour le coup. Et moi qui viens de Paris, ça me change beaucoup. Le théâtre de Guignol est une nouveauté de cette année. Il prenait de l'aspirine, le malheureux. Ce pharmacien, lui, nous raconte la folle histoire des médicaments. La poudre de Cantharide, c'est plus rigolo puisque c'est plus utilisé. On a remplacé la poudre de Cantharide par le Viagra, mais c'est anecdotique et rigolo parce que l'histoire de France est pavée d'histoire, en particulier avec notre cher président Félix Faure, qui en est mort, comme vous le savez, dans les bras de sa maîtresse, Madame Steinel, pour avoir usé, et plus qu'usé, abusé de ces pilules de Cantharide. Entre jeux traditionnels et personnages distingués, Autrefois Chaland est donc enfin revenu cette année. Un vrai succès populaire. C'est ici que s'achève cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi à partir de 12h30. C'est avec Diane Delangle. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end à tous.